Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ont encore un doute, c'est pas ici qu'on parle Docker, hein, c'est à côté. Je ne sais pas si vous êtes trompés, parce qu'on va vraiment y aller là. Moi en tout cas, j'aurais préféré être à côté, hein, et j'ai pas le choix. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Timothée Barré, hein, développeur web depuis 12 ans. Hein, je pense que beaucoup ne me connaissent pas d'ailleurs. C'est d'ailleurs en fait la première fois que je suis sur scène dans un grand rassemblement comme ça. Je suis plutôt adepte des meet-up locaux, hein, donc à FUP Marseille en force, on représente. Donc du coup, si je vire un petit peu au rouge ou si j'ai un petit peu le trac au début, vous inquiétez pas, ça devrait bien se passer au bout d'un moment. Petite note d'ailleurs, c'était un peu un objectif 2018 de monter devant vous sur scène. Je me suis lancé, je l'ai fait, du coup ça veut dire que je pense que tout le monde peut le faire, donc n'hésitez pas, ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes aussi un petit peu, pas toujours les mêmes. Hein. Je dis ça, je dis rien. Alors, la cuillère n'existe pas. Quel titre pourri, vous avez dû vous dire. Hein. Alors en fait, tout est parti de janvier, où j'ai connu une expérience assez inédite pour moi. J'ai été licencié. Ouais, alors j'en vois déjà qui sourit, alors pas parce que je faisais mal mon travail, hein, juste que la boîte pour laquelle je bossais a mis la clé sous la porte, tout simplement. Veridas Room, pour ceux qui en ont entendu parler. Donc licenciement économique, et en vrai, ça arrive à plein de gens, malheureusement. Ouais, alors je ne vais pas vous raconter ma vie, hein, c'est juste que si je vous dis tout ça, justement, c'est parce que j'ai dû trouver un nouveau boulot. Qui dit nouveau boulot dit entretien, et on peut le dire, on n'a pas trop de problèmes en général dans notre corps de métier, donc j'ai fait pas mal d'entretiens. Et là, j'étais assez étonné, j'ai eu une question qui m'est revenue, une réponse plutôt qui est revenue à ma question. Mais niveau test, vous en êtes où? Parce que personne n'a abordé le sujet, donc je pose la question. Et on m'a répondu, on n'en a pas, on n'a pas le temps. Ok. Et il y avait même des optimistes qui me disaient, on n'a pas encore le temps. Comme si à un moment donné, le temps allait tomber. Merci, le temps est là. Donc en fait, c'est un petit peu autour de cette objection qu'on va graviter pendant la présentation, voir si c'est vraiment le cas, qu'on n'a pas le temps, et pourquoi cette croyance est si populaire, en fait. Donc non, la cuillère n'existe pas. Ça va être en fait le but de convaincre les derniers sceptiques que vous avez tout le temps de tester, en vrai, et que, donc non, la cuillère n'existe pas. Et en fait, moi, mon objectif, c'est si à la fin, une personne ici remet en cause cette illusion, j'aurais pas perdu mon temps. Pour les fans de GIF, c'est le seul. Profitez, allez-y. Faites le plein, il n'y en aura plus d'autres. Donc, petit disclaimer, forcément, on va parler test. Hein, Frédéric est devant moi, donc je fais gaffe. Mais c'est que le reflet de mon expérience et de mon opinion. Hein. Ça sera à discuter, challenger, il n'y a pas de souci. J'espère qu'on aura le temps pour des questions. Si je me dépêche, ça devrait le faire. Mais au pire, si vous me croisez après, j'adore parler test, il n'y a pas de problème. Donc, ce dont on ne va pas parler, on ne parlera pas de TDD. On va l'évoquer, mais ce n'est pas le but du tout. Je ne suis pas là pour vous faire l'apologie du TDD, ni d'outils, PHP Unit, Atom, Biat, PHP Spec. On a des super outils en PHP, donc c'est vraiment pas non plus une bonne raison de ne pas faire de test. Le 100% couverture code, donc Fabien il troll s'il veut, on ne va pas en parler ici. On va se concentrer un petit peu plus, on va prendre un peu de hauteur. Et c'est marrant parce que le jour où j'ai commencé à bosser sur ma presse, monsieur le président de la FUP a tweeté en personne quelque chose qui résume très bien cette conf, donc s'il y en a qui veulent partir après, n'hésitez pas. Donc pour les non-anglophones, il dit que quand je rejoins un projet et qu'il n'a pas de test, je fais juste des tests. Et si on me dit que ça ne fait pas partie du périmètre, je leur réponds, bien sûr que si, ça fait partie de mon boulot. Et il est même allé plus loin après, et il dit aussi ce qui est très juste, et souvenez-vous, ce n'est pas parce que votre manager ne comprend pas votre boulot que vous êtes obligé de mal le faire. Parce qu'en fait, il a entièrement raison. Il faut le dire, les tests, ça part pas d'en haut. Si vous attendez qu'un jour, un beau matin, votre manager arrive dans votre open space et vous sort, les gars, j'ai une super idée sous la douche ce matin, on va faire des tests. Ça n'arrivera pas. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Donc vous pouvez attendre longtemps. Parce qu'un test, ça sert principalement à deux personnes. Celui qui fait le dev
et celui qui reprendra le dev. En fait, c'est avant tout, pour moi, une transmission de savoir. Le logiciel se comporte comme tel, il permet donc au dev en question de savoir où il va, et à celui qui reprendra le dev de savoir les comportements actuels, supportés et attendus par le logiciel. Alors on pourrait discuter qu'est-ce qu'un test, je pourrais vous mettre la belle pyramide des tests, mais en vrai, je me suis rendu compte que les gens, ils font pas de tests. Pas parce qu'ils savent pas ce que c'est un test, et pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Les gens, ils font pas de tests. Quand on dit qu'on n'a pas le temps, il faut y lire. On n'a pas d'argent à mettre dedans, parce qu'on n'a aucune idée de ce qu'on y gagne. Et pour moi, le cœur du problème, il est là. Tous vos managers, tous vos CTO, tous les gens qui ne font pas votre métier, ils ont besoin de savoir ce qu'on gagne si on passe vraiment plus de temps à faire quelque chose. C'est entre guillemets leur métier, et c'est à vous de leur montrer qu'on peut y gagner. Et c'est ce que je vais vous présenter. Alors, pourquoi on teste? Pour valider des comportements. Ça sera la slide où on ne revient pas dessus, la plus importante. On ne teste pas des implémentations, on teste des comportements. On valide des comportements. Que ce soit le comportement d'une méthode, d'un objet, d'un groupe d'objets, d'un système entier même, on teste des comportements. Et bien sûr, un comportement à la fois par test. Merci. Voilà, donc la slide à retenir. Si vous en avez une à prendre en photo, allez-y, c'est maintenant. Donc pour illustrer le propos, on va prendre un exemple, deux exemples même. Donc alors attention, là, toute ressemblance avec des faits réels ne serait que pure et fortuite coïncidence. Donc on prend deux devs cobayes, on a Jean-Marc et on a Malik. On va leur fournir des specs écrites pour développer une petite feature. Ils ont accès à donc une petite spec dans un coin de document Word, sur le bord d'une table. Hein. Vous savez tous comment on nous fournit des fois les specs. Hein. Ils ont quand même un product owner à leur disposition, ou tout ce qui y ressemble. Hein. On n'a pas tous la chance d'avoir des product owners formés non plus, dont c'est le boulot à 100%. Donc c'est une petite précision importante. Donc on va présenter nos deux héros. Donc Jean-Marc, c'est le prototype même du super dev. Le dev qui comprend super vite, il capte rapidement les problèmes, il architecture dans sa tête, il dessine des MCD comme personne, et il a une grosse capacité de mentalisation. Mentalisation, c'est, Charles l'évoquait hier sans employer le terme, moi je l'aime bien, c'est la capacité de se représenter dans la tête un problème plus ou moins complexe. Donc les gens, c'est une capacité importante pour un dev, pour moi, et en général, plus elle est importante, plus on est capable de faire de choses, en général. Donc lui, il va se lancer, il a son super IDE, en plus, il envoie du pâté. Hein. Malik, c'est un dev classique. Un peu comme moi. Les MCD, il n'aime pas trop ça. Lui, il mentalise des choses, mais des choses pas trop grosses. Il a souvent des questions. Et puis quand il ne comprend pas, il dit « mais est-ce que tu as un exemple ? Est-ce que je ne comprends pas ?» Parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est le package nécessaire pour démarrer. Donc, on y va. Donc Jean-Marc, il y va. Parce que pendant que Malik il était en train de parler, lui, il n'a pas perdu de temps. Il a pris son petit clavier tout de suite. Je fais super bien le clavier. Et il code. Et à un moment donné, il s'arrête. Il pense qu'il a un ensemble fonctionnel cohérent. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il code. Après, il prend sa petite interface qu'il est en train de coder, donc un template Twig ou une API, peu importe, il prend son interface et il va les cliquer. Dans son petit formulaire, il va voir si ce qu'il a codé, ça marche bien. Il va remplir un champ correctement, un champ pas correctement, et il va s'assurer qu'en fait, les comportements attendus par la spec sont validés. Et il va le faire à la main, parce qu'il faut bien quand même qu'il s'assure que ce qu'il fait, ça marche. Ok, ça marche, c'est un plan qui se déroule sans accroc, et il est reparti. Il code, et il va répéter ce processus, et il va s'arrêter à un moment donné pour vérifier dans son navigateur ou dans son terminal
si ce qu'il a codé fonctionne. Une fois terminé, il va mettre ça à disposition de son product owner en recette. Et qu'est-ce qu'il va faire, son product owner? Eh bien, il va faire pareil. Il va prendre son navigateur, et au lieu de se mettre 100% sur l'ajout de valeur que Jean-Marc produit, il va devoir gérer tous les petits cas aussi. Les edge cases, les messages, les trucs. Et des fois même s'assurer qu'autour, ce qu'on a fait, ça n'a pas été trop cassé quand même. Donc forcément, le temps alloué à la recette ne sera pas non plus super qualitatif. Donc maintenant, je vais me mouiller et je vais vous dire que Jean-Marc, il a passé 3 jours de travail. Donc il gagne ses 40K à l'année. Donc il ne travaille pas à Paris. Donc 3 jours de travail à 40K à l'année, sans réunion, tout ça, 510 € brut, hein, donc c'est ce qu'il a coûté à la boîte. Et il a quand même passé en tout, donc de manière totalement arbitraire, j'ai décidé qu'il avait passé 3 heures de test dans son IHM, donc 73 € quand même. Du coup, si on fait un rapport avec un super produit en croix, puis une multiplication, on arrive au calcul où Jean-Marc, sur l'année, il en a passé pour 5 718 € dans son navigateur à faire quelque chose qui est déjà perdu une fois qu'il l'a fait. C'est-à-dire qu'il y a zéro moyen de récupérer ce qu'il a fait. OK, on se le met de côté et on va aller voir le copain. Donc de l'autre côté, Malik. Donc lui, il a continué à poser ses questions, il est là, OK, t'es sûr, c'est comme ça? Moi, ça me semble bizarre, il y a un problème que je ne comprends pas. Une fois que c'est bon, il fait OK. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à écrire les tests. Et surtout, il va écrire les titres, les scénarios, la partie immergée, en fait. On n'est pas là pour dire le TDD, il faut écrire le test, le corps du test avant, etc. Pas du tout. Il faut déjà savoir où on va. Et Malik, c'est ce qu'il fait. Donc, il prend son scénario d'intégration, son happy pass, la chose qui décrit le besoin au plus près. Et là, il va essayer de trouver les mots les plus proches. Et s'il a un doute, il en discute avec son product owner. Et petit à petit, dans sa tête, ça se met en place. Et il a son scénario d'intégration. Et il va descendre dans les couches plus basses. Il va arriver un moment sur son test unitaire. Et là, c'est pareil. Il va se dire, OK, cet objet, maintenant, je suis sûr qu'il faut que je le fasse. Qu'est-ce que je veux qu'il fasse? Et pourquoi il le fait? Et c'est cette gymnastique-là. Ouais. Et c'est cette gymnastique-là, pardon, qui va répéter, lui, de son côté. Test, code, et on remonte. Donc bien sûr, du coup, à la fin, Malik, lui, va disposer d'une suite de tests unitaires, quelques tests d'intégration, peut-être même un test end-to-end si la feature est vraiment très grosse et qu'il y a besoin de sortir le copain Selenium. OK. Donc Malik, lui, on va dire, parce que je suis fair play, on va dire qu'il a passé plus de temps que Jean-Marc à coder la même feature. Voilà. Donnons-leur ça. Donc, on va dire 4 jours de travail, il est payé le même prix, comme ça, pas de souci. Donc, finalement, il y a un différentiel sur la feature de 170 € avec Jean-Marc. Donc, si on refait encore un petit produit en croix, on arrive à un surplus pour Malik de 9 987 € l'année. OK. Donc là, on peut le dire clairement. Au passage à la caisse, oui, OK, Malik a passé plus de temps que Jean-Marc, et donc intrinsèquement parlant, il a coûté plus cher à la boîte. Voilà. Bon. Si on était vraiment, vu qu'on a été fair play, il faut être fair play de l'autre côté, Jean-Marc, il a quand même perdu 5 718 € à rien faire dans un navigateur où c'est pas du tout capitalisé, donc c'est perdu. Donc on peut se permettre de faire une petite soustraction, et au final, on arrive au prix du test à 4260, j'ai gardé hein, les chiffres exacts, hein, 4269 € par an pour un développeur. Le prix du test. Donc on demandait tout à l'heure combien ça coûte un test, mais surtout, mais qu'est-ce qu'on a pour ce prix? Parce que finalement, OK, vos managers ils sont peut-être prêts à payer ce prix, mais qu'est-ce qu'ils vont avoir pour ce prix? Bah déjà un product owner qui fait son métier, tant qu'à faire. Lui, il n'a pas trop envie de passer du temps à aller tester des IHM en bois, juste tout vérifier. Il aimerait bien se concentrer sur la plus-value. On a une suite de tests capables de minimiser des régressions. Tant qu'à faire, autant pas casser ce qu'on a déjà fait. C'est quand même plus sympa.
Puis on oublie aussi, mais ça mitige l'apport d'un fameux dev legacy, celui qui était là avant vous, qui sera toujours là quand vous partirez, qui connaît tout, mais il ne s'est pas dit à un moment donné que ça serait intéressant d'écrire des tests. Mais si lui, un jour, il part, je peux vous dire que la boîte, elle sera vraiment pas bien. Et c'est tout. Mais du coup, est-ce que ça les vaut vraiment? Parce qu'en fait, là, on vient de parler juste de l'apport de tests tout court. Mais Malik, on a vu qu'il est allé un petit peu plus loin quand même. Lui, il a commencé par les tests. Il a pensé, il a réfléchi. Il a commencé par le métier. Du coup, il apporte quand même quelque chose en plus. Une vraie documentation fonctionnelle à jour avec le code. À jour avec le code. C'est-à-dire que si la documentation évolue, c'est avec le code. Le prix d'une documentation classique qu'il faut écrire, maintenir, c'est de l'argent. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'écrire une doc ou de passer du temps sur la doc, c'est du temps, et donc de l'argent. C'est aussi une meilleure introduction pour les nouveaux devs. Quel plaisir d'intégrer un projet, et j'ai eu l'occasion, ça m'est arrivé, d'intégrer un projet où il y a des specs comme ça écrites. Parce qu'on a beau vous raconter le métier, etc., l'application et la translation, et la traduction plutôt, sur le code, ça n'a pas de prix. De pouvoir le visualiser, ça n'a pas de prix. Et combien ça coûte, du coup, le temps de prise en main du logiciel? Combien coûte le surplus pour former vos nouveaux devs? Et alors, la différence sur le prix quand il va falloir reprendre le boulot de Jean-Marc ou de Malik, quand il va falloir faire évoluer tout ça. Difficile à quantifier, mais je vous laisse faire quand même une petite projection dans votre tête. Tester, c'est investir sur l'avenir. Et pour employer un mot que vos managers vont kiffer, le ROI, il est immédiat. Même au moment où vous êtes en train de faire du dev, même là, à partir du moment où il y a une première recette et qu'il y a une évolution, s'il y a des tests, tout de suite, vous gagnerez de la valeur. Parce que vous gagnerez du temps, et tout de suite, vous pourrez capitaliser dessus. Donc voilà, ça c'était la partie un petit peu pour vos managers, pour les motiver, pour vous, si jamais vous voulez leur justifier le fait de faire des tests. Même si, comme on l'a vu au début, faites juste des tests. Et du coup, maintenant, on va parler un peu méthodo. Parce qu'en fait, moi, j'aime beaucoup les tests, et je trouve que des fois, on parle trop souvent des outils, ou des concepts un peu plus abstraits, comme le TDD, la 100% couverture, oui, non, peut-être. Mais dites-moi si vous vous reconnaissez, mais moi, je me rappelle très bien qu'on a beau être de bonne volonté, la première fois qu'on arrive et qu'il faut écrire un test, on est un peu comme ça. OK. OK, je teste. Comment ça se passe? Ben ça, on n'en parle pas assez, je trouve. Parce qu'on a un workflow, on a déjà quelque chose, une manière de travailler, et comment on intègre le test là-dedans? Comment on change ce rapport de force? Parce qu'en fait, on est des gens assez routiniers quand même. Nous, on est là, on code, on code, on code, et des fois, dès qu'il faut changer quelque chose, oula, ça nous plaît pas trop. Parce qu'en fait, quand on y pense, prenons 2 minutes, commencer à réfléchir au problème en commençant par le test ou en commençant du code from scratch, en vrai, c'est pas si différent. J'ai envie de même dire qu'en commençant par le test, on affronte cette fameuse complexité essentielle dont Charles a parlé hier, sans ajout déjà de complexité accidentelle qui sera dans votre code. Déjà, on parle juste à la complexité, et on essaie de voir si on la comprend, cette complexité, avec des mots, ce qui est déjà pas trop engageant comparé à du code. Donc par où on commence? On discute, c'est la base. On ne se parle jamais trop, que ce soit avec votre product owner, que ce soit avec vos copains dev, à la machine à café, vos utilisateurs, peu importe, parlez, du métier, de ce qu'il y a autour, de comment ça se passe. C'est là où vous aurez les informations parce que des fois, on a un peu l'impression d'être la dernière roue du carrosse, on nous met au courant les derniers.
et pourtant c'est nous qui sommes au plus proche du logiciel. C'est quand même dommage. Et il n'y a pas de secret. Si on ne vous donne pas les informations, allez les chercher. Discutez, discutez, discutez. Jusqu'à ce qu'on vous intègre dans les process et qu'on vous dise « Ok, ok, il faut lui parler, apparemment ce gars-là est important. » Un peu mon neveu. Donc là, grande slide, attention, le grand V comme je l'appelle. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un vrai concept, mais je voulais l'aborder pour vous dire qu'il y a des super confs de Everset, ça s'appelle Modeling by Example, ce concept-là, et que c'est génial, personnellement, ça a changé ma façon de développer. Donc l'idée, c'est de partir du besoin, on discute, test d'intégration, on formalise le besoin dans un langage. Alors, idéalement, Gherkin, c'est super, hein, mais PHP Unit, Atom le fait, il n'y a aucun problème là-dessus. L'outil, c'est une fausse excuse. Test d'intégration, on descend, test unitaire, au plus proche du code. Là, j'ai envie de dire que vous commenciez par écrire votre test ou le code, peu m'importe. Tant que vous avez nommé le comportement attendu par votre code, c'est déjà tout gagné pour moi. Vous savez où vous allez, c'est bingo. Et donc après, on remonte, on valide notre test unitaire, on valide notre test d'intégration, et on envoie en recette. Personnellement, je trouve ça génial. Moi, ça a tout changé, donc si ça peut aider, n'hésitez pas. Donc un test, c'est le fameux given when then. Je mets mon système dans un état qui va me permettre d'accéder à un déclenchement de comportement. Donc je mets le système dans un état, le given. Le déclenchement du comportement, le when. Et après, j'observe, oui ou non, est-ce que le comportement attendu est validé. Et c'est là où, en fait, chaque mot compte. Il faut bien se dire que moins il y aura d'efforts à traduire pour passer de ça. Si je montre là, vous ne verrez pas, ici, c'est la même chose. Ça, entre ça et votre code, plus simple ce sera pour la suite. Après, il faut accepter que tous les devs ne se valent pas, tous les développements, je ne parle pas de nous, hein, tous les développements de features, ça ne se vaut pas. Des fois, vous aurez juste 5-10 minutes de conversation, des fois des heures de débat acharné. Frédéric en parlait en Lightning, des petits trolls. Il ne faut pas hésiter, c'est le moment. On débat, on débat, on débat. Et on va essayer de garder les choses au plus simple. Parce que petit aparté, justement, pendant longtemps, on a essayé de produire des solutions super génériques pour répondre à des problématiques super précises. Tout ça parce qu'un jour, pendant le développement d'une feature, on a un peu tapé à côté, et du coup, maintenant, on s'est dit, bon les gars, maintenant, on voit large, je suis sûr que demain, ils vont nous demander ça. Mais j'en suis sûr. Sauf que le demain arrivera peut-être encore jamais. Donc pas de problème, on se concentre sur le besoin tout de suite maintenant. Si votre code, le code que vous produisez, est suffisamment indépendant, vous n'aurez aucun problème de le jeter. Jeter du code, c'est génial. Hein, c'est moins de bugs. C'est statistique. On enlève du code, moins de bugs. Moins de tests, moins de maintenance, c'est tout bénef. Donc, soyez pas sentimentaliste. Si votre code ne sert plus, on le jette. On passe à autre chose. Du code, vous en aurez à écrire, il n'y a pas de problème. On fait que ça. Donc, un petit exemple. Quand je parle d'effort de traduction minimum, imaginons, donc Gherkin, vous avez tous reconnu, je suis là dans mon petit contexte, given I registered my vehicle with plate number. Qu'est-ce que ça donne une fois que j'ai bien associé et compris mon domaine, mon métier? Eh bien, je suis là et j'écris véhicule registered. Et on voit bien tout de suite le mapping entre les deux informations. Un effort de traduction minimum. Vous avez produit du code qui est au plus proche du métier. Donc forcément, si le métier évolue, votre code évolue avec. Et si le métier change, on jette le code. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. On teste l'implémentation. Test add request header, ça ne veut rien dire. Si on veut savoir comment ça marche à l'intérieur, on va aller lire le code. Nous, ce qui nous intéresse,
Ce qui intéresse le gars qui va passer derrière vous, c'est pourquoi vous avez fait cette méthode, quel comportement est valide. Parce que si c'est juste pour dire ce que fait la méthode, on est capable de le lire. Le pourquoi, toujours. Du coup, on préférera plutôt des choses comme test should not decode invalid JSON. Là, on comprend l'intention. Test multiple retry should lead to Park. Je ne sais pas si Mathieu Napoli est là. Dernier, c'est des espaces insécables. Personnellement, j'adore ça. Voilà. Si jamais ça vous tente, allez-y. Moi, je trouve que pour ce genre de test, ça passe bien. Une belle... on lit une phrase, en fait. CQRS Event Sourcing. Donc maintenant, imaginez, on a des tests limpides comme de l'eau de roche. Et si votre code l'est aussi? Alors, vous avez certainement déjà entendu parler de ces petits buzzwords, comme on dit. CQRS, Event Sourcing, DDD. En vrai, il y a un côté qu'on oublie trop souvent. C'est que côté test aussi, c'est vachement plus sympa quand on utilise ces patterns. Et c'est un intérêt trop peu cité souvent. Donc du coup, on va en parler un petit peu. Parce que si vous avez appliqué le DDD, vous avez du coup un gros avantage sur tout le monde, c'est que votre couche infra, la fameuse couche infra, elle est interchangeable. Du coup, vous êtes capable de produire des tests, des tests complets de votre système, sans appeler votre base de données, sans appeler une API tierce, sans appeler quelques services externes. Ce qui fait que vous pouvez avoir un feedback et un retour sur votre code beaucoup plus rapidement. Nous, on a mis en place ça pendant 2 ans, et je peux vous dire que des retours, avant même d'avoir touché de l'infra, c'est du pain béni pour tout le monde. Et à un moment donné, une fois qu'on se dit « ouais, c'est vraiment ça qu'on veut, les gars, on y va, ok, on se tape le code dégueulasse à faire, le code de l'infra, il faut parler à Doctrine, il faut parler à tous ces gens un peu bizarres, on y va. » Un exemple. Donc derrière, when I park my vehicle, etc., on peut directement, dans notre test, handler la fameuse commande park vehicle. Et du coup, des deux côtés, on utilise le même code, que ce soit dans mon contrôleur ou dans mon CLI ou peu importe là où j'utilise ma commande. Et dans mon test, j'utilise le même code. Moins de baller code. Pour l'event sourcing, c'est pareil. Given iRegistered, je pousse un événement dans mon passé dont je me servirai pour reconstruire mon agrégat. Et quand je viens vérifier si mon comportement est attendu ou pas, alors je vérifie si j'ai un event présent. Forcément, si vous passez plus de temps sur du vrai code, que ce soit dans les tests ou dans le code contrôle, dans le vrai code applicatif, évidemment que vous allez passer plus de temps dessus, donc vous allez accorder plus de place, vous allez accorder plus de choses au détail, vous allez prendre plus le temps de faire quelque chose de précis, de beau. Vous l'utilisez tout le temps, des deux côtés, test et pas test. Ok. Mais qu'est-ce que ça change vraiment, du coup, tout ça, si on fait un petit peu le point? On va se poser 2 minutes, je crois qu'on a encore le temps. Du coup, la première chose, c'est que le test, c'est avant tout une aide à la décision. Si un test est compliqué à mettre en œuvre, il y a baleine sous gravier en général. Si un concept est manquant, vous allez le sentir tout de suite, parce que les mots vont pas bien se goupiller, ça va pas matcher, ça va se sentir. Du coup, vous allez aller discuter avec votre product owner. Remise en question de votre propre code. Parce qu'on marche tous pareil, on nous dit code ça, tout de suite ça fait dans la tête, et on a déjà une idée. Mais ce n'est pas forcément la bonne idée. Et si on commence à coder tout de suite, des fois, hop, et c'est quand on prend le mur qu'on se dit ah, c'était pas la bonne idée. Sauf que si on avait attaqué le problème différemment, et qu'on s'était dit ok, je suis là sur mes tests, j'ai l'impression que je vais dans le mur, mais je le vois de loin. Je m'arrête, je prends du recul, je change la façon de faire. Plus de sérénité.
Parce qu'en fait, quand on code, on prend des micro-décisions tout le temps. On est tout le temps en train de faire ça. Et forcément, avoir des tests, bah, c'est quand même vachement cool parce que ça vous rassure sur les décisions. À un moment donné, vous vous dites, OK, cette décision, je l'ai prise, je l'ai validée, c'est écrit. On en a parlé, la facilité d'intégration de vos copains, ça n'a pas de prix. Honnêtement, ça n'a pas de prix. Le plein de confiance. Moi, ça me parle beaucoup parce qu'aujourd'hui, je travaille sur un legacy sans test et je peux vous dire que la première fois que j'ai dû mettre en prod, j'étais comme ça. Je vais vraiment appuyer sur le bouton là, mais on n'a pas de test, les gars. Parce qu'il y a juste un humain qui est allé vérifier ce que j'ai fait, savoir si ça marche vraiment. OK, on y va. La différence, quand vous avez le plein de confiance, vous êtes plus serein. Libéré. OK. Moins d'ondes négatives. Du coup, au boulot, vous êtes mieux, en fait. Vous êtes plus cool, plus détendu. Et bien sûr, la valorisation de l'apport humain. Parce que concrètement, comme on disait tout à l'heure, faire des tests unitaires à la main, c'est le boulot, ça ne devrait être le boulot d'aucun humain. C'est même pas un métier. Si les machines peuvent le faire, on peut peut-être passer notre temps où on est payé en plus un petit peu cher pour le faire, donc autant faire autre chose qui a une vraie valeur ajoutée. Parce qu'à la fin, nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux. Merci. Merci beaucoup, Timothée. On a 5 minutes pour des questions. Du coup, à vous. Ça me fait plaisir que tu commences, Frédéric. Donc, bonjour à tous. Comme vous l'avez compris, je m'appelle Frédéric. Je suis Frédéric Hardy, en fait, je suis le papa de Atom. Ça fait 15 ans que je fais du test aujourd'hui et la problématique qu'a présentée Timothée, moi, je la vis depuis 15 ans. En fait. D'abord en tant qu'individu et après en tant que personne qui essaye d'évangéliser depuis pas mal d'années maintenant le test dans l'entreprise. Et ta conf, elle est bien. Hein, toi. Franchement, j'apprécie super l'intention et tout. Il y a 2 choses qui m'embêtent. La première, c'est par rapport au calcul que tu as fait pour le coût. Il y a quelque chose qui rentre en ligne de compte, souvent. Les gens, ils sont tous... tous les devs que je connais, c'est « Tu veux faire des tests ?» « Ouais, je veux faire des tests. » Et il y a des gens qui se lancent. Il y a des gens qui se rendent compte que pour faire bien leur boulot, il faut faire des tests, et donc ils le font. Sauf qu'ils ne sont pas formés à ça. Il y a déjà, première étape, il y a le syndrome de la page blanche. C'est horrible, parce que c'est vraiment difficile. Hein. Moi, dans ma boîte, on fait une session par mois pour les nouveaux arrivants, et dès qu'on pose le TU au bout de la 2e jour, il n'y a plus un bout de code qui sort, parce qu'ils sont tous largués. Donc, première étape, ça fait mal. Et là, il y a le coût de la formation, tu vois, ça coûte de l'argent. Et après, comme en général, on ne trouve pas de gens, on n'a pas de mentor pour faire ça, tu vois, et bien on fait les choses mal. On teste l'implémentation, et même toi, dans tes slides, tu as fait l'erreur. Parce que dans tes features, si le format de ta plaque d'IMAT il change, tu es obligé de maintenir tes tests. Alors que dans un vrai test fonctionnel, l'implémentation change, vous ne devriez pas avoir besoin de modifier vos tests. Et une des erreurs archi super classiques, c'est qu'à un moment, vous vous retrouvez à maintenir aussi bien le code que les tests. Et donc, vous y passez 2 fois plus de temps. Et alors là, ça devient logique de se dire, non mais les tests, c'est de la merde, on arrête. Et personne ne peut vous en vouloir pour ça. Et le vrai problème, il est là, c'est que les tests, c'est difficile. C'est pas quelque chose de facile. Moi, vraiment comprendre ce que c'est un test unitaire, j'ai mis 10 ans. Je l'ai fait tout seul, j'ai suivi un parcours hyper chaotique, etc., pour tout un tas de raisons. Mais j'ai mis 10 ans. Donc moi, je ne jette jamais la pierre aux gens qui me disent « je ne sais pas faire ». Je ne peux pas me le permettre, j'ai été le premier à me planter. Mais il y a vraiment un coup là-dessus. Et après, donc, le deuxième reproche, c'est celui que j'ai déjà cité, c'est même toi, tu as fait des tests liés à ton implémentation dans les slides, et soyez vraiment vigilants à ça, vraiment. Et en plus, tu n'as pas testé, tu vois, tu dis, il faut tester un comportement. C'est quoi le comportement que tu testes quand tu dis, quand je gare ma voiture à cet endroit-là, alors elle doit être garée à cet endroit-là? Parce que ça se résume à ça, hein, ta feature. Il est où le comportement, là? Un comportement, c'est quoi? Tout le monde dit qu'il faut faire du behavior-driven development. Ok, super, ça veut dire quoi? Et il y a ça aussi, cette difficulté-là, quand on apprend à faire du test, il y a plein de buzzwords, on met plein de mots, TDD, BDD, tout ça, c'est du pareil au même en fait, hein, on teste tout du comportement. Mais c'est quoi un comportement? Un comportement, c'est ce que vous vivez à chaque seconde de votre vie. C'est quelqu'un vient vous dire, vous faire des tests,
Vous allez réagir en fonction de qui vous êtes, en prenant des décisions en fonction de qui vous êtes, et vous allez faire quelque chose, ou rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est très métaphysique, présenté de cette façon-là. Mais toute la difficulté est là. Qu'est-ce que c'est un comportement? Si je demande à mon voisin son nom, il va réagir. Il va me regarder avec les grands yeux en se disant c'est qui ce mec-là? Ou alors il va me dire je m'appelle Romain Brancourt et je travaille chez Vestiaire Collectif. Il a le choix, et c'est ça le comportement. Par contre, il n'y a pas de comportement quand on dit si je me gare à cet endroit-là, alors je dois être à cet endroit-là. C'est juste factuel en fait, c'est une information, on vérifie une information. Et là, on n'est plus dans le comportemental. C'est un peu brut de décoffrage, un jour il faudra que je me fende d'une conf sur ce sujet. Mais voilà, je passe la main parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions. Merci Frédéric. Tout à fait. Hop. Pas de souci. Bonjour, merci pour la conf, Bonjour. très intéressante. Je reprends juste au slide du début, où en fait tu dis effectivement, tu as parlé de capitalisation sur les tests, j'ai travaillé aussi sur des applications legacy, j'ai appuyé sur le bouton aussi, voilà c'est ça. À aucun moment tu n'invoques un truc qui est pourtant assez d'actualité dans ces trucs-là, qu'on appelle la dette technique. Ouais, bah, ça en fait partie, clairement. Mais la dette technique, c'est vaste. Je veux dire, il y a des confs entières dessus, donc évidemment, ne pas avoir de test, ça fait gonfler votre dette technique, mais en vrai, c'est pas forcément lié, parce qu'on peut avoir des tests, comme l'a dit Frédéric, et quand même avoir de la dette technique. Si les tests sont mal goupillés, vous voyez pas ça comme la silver bullet qui va résoudre les problèmes, en particulier de dette technique. Donc pour moi, ça n'avait pas lieu, en fait. Ça n'avait pas sa place à l'intérieur de tests. C'est vraiment un sujet beaucoup plus global, la dette technique. Donc ça en fait partie, clairement. Une bonne démarche de test, une bonne démarche de qualité réduira la dette technique, mais ce n'est pas forcément lié directement, en fait. Donc j'ai décidé de ne pas l'aborder, tout simplement. On prend la dernière question au fond. Bonjour, merci pour ta présentation. En fait, j'avais envie de réagir à la discussion de Frédéric, enfin ce qu'il disait, et j'aimerais bien avoir une réponse. Qu'est-ce qu'un comportement? Ben, en fait, comme l'a dit Frédéric, en fait, là où il a tout à fait raison, c'est que en fait, même moi, comme il l'a dit, on en apprend tous les jours encore. Tester, c'est une vraie démarche d'approche de qualité logicielle, et plus on pratique, plus on s'améliore, et plus on voit que ce qu'on faisait avant, c'était pas top. Les exemples ils sont plutôt vieux, j'ai pris la facilité, j'ai pris des trucs qui étaient déjà existants plutôt que d'écrire justement pour la conf, j'avais d'autres choses à gérer. Mais un comportement, vous allez petit à petit développer chacun votre définition, mais le but c'est, il faut le voir plutôt, comme je disais au début, la transmission de l'information. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir si vous passez derrière vous-même au moment de lire du code? Qu'est-ce que vous aimeriez comme phrase d'introduction? Pourquoi j'ai écrit ce code-là? Qu'est-ce qui fait vraiment? Quelle valeur ajoutée il porte? Et en réfléchissant comme ça, petit à petit, on arrive à trouver des vraies phrases, des vrais mots qui mettent en avant les comportements. Alors après la définition, du coup, je ne vais pas me risquer. J'ai pris beaucoup de risques déjà. Mais voilà, je pense qu'on peut y arriver tous petit à petit. Et pour la vraie définition, Frédéric sera par là-bas tout à l'heure. Merci. Merci. Je vais essayer de répondre un peu plus précisément. Le comportement, c'est vraiment le given and when. C'est-à-dire, vous avez un état de départ, vous introduisez quelque chose qui vient bousculer l'équilibre qui est introduit par le given, et du coup, votre système s'adapte. Dit autrement, c'est action-réaction. Quand on dit je gare la voiture là et donc du coup elle doit être garée là, il n'y a pas d'action et il n'y a pas de réaction. C'est étant donné que je gare mon véhicule et que je vais faire mes courses, ça on trouble l'environnement parce qu'on sort de la voiture, on la ferme à clé ou pas. Et alors, quand je reviens, la voiture doit être restée à sa place. Parce qu'elle a un frein à main, en termes d'implémentation technique, elle a un frein à main automatique, une verrouillage centralisé qui se ferme quand vous êtes à plus de 5 mètres. On peut imaginer plein de choses. Mais c'est ça le comportement, c'est qu'est-ce qui va se passer quand vous allez venir perturber votre système?
Et pensez à vous en tant que système, pensez à une cellule biologique, pensez à n'importe quel, même à yo-yo. Qu'est-ce qui se passe quand vous allez lancer votre yo-yo sur le conférencier? Comment il va réagir? C'est ça que vous allez tester. Est-ce qu'il va se planquer derrière le pupitre ou pas? Enfin, en fonction des gens, les gens vont réagir différemment. Mais ça va être pareil pour vos objets. En fonction de l'implémentation que vous allez en faire, ils vont réagir différemment. En termes de performance, parce que ça se teste aussi la perf, hein, en termes de fonctionnel, à plein de niveaux. Donc, mais cette notion de comportement, elle est vraiment fondamentale. Et j'avoue, moi, je suis passé complètement au travers. Hein, quand il a parlé des conférences d'Everzet sur le sujet, sur le modeling par l'exemple. J'ai lu le truc, honnêtement, je suis passé à travers. Hein. Maintenant, rétrospectivement, il y a un super article de blog aussi qui explique très bien le truc avec une gestion de panier de commerce électronique. Lisez-le, c'est un bon début. Après, il faut réfléchir. Tout à fait. Mais c'est un très très bon début. On peut en parler après, il n'y a pas de souci. Merci bien. Encore merci Timothée.